bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité, Frédéric Souillot. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Alors l'influence n'a donc pas faibli hier à l'occasion de la 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats, donc vous, menacent même de bloquer la France à partir du 7 mars en cas de maintien du projet de loi sur la réforme des retraites. À quoi peut conduire un tel ultimatum? Est-ce à dire aussi que la rue serait plus légitime que les élus du peuple et les votes du Parlement? Un mot d'abord sur la mobilisation d'hier. 963 000 personnes dans les rues selon la police, 2,5 millions selon la CGT et les syndicats. Quels enseignements vous en tirez? L'enseignement qu'on en tire, nous ne sommes pas là pour nous compter, mais pour faire reculer le gouvernement. Et la mobilisation, elle est massive et ancrée dans la population. Ça fait 2 fois qu'on manifeste cette semaine. Si on prend que les chiffres de la police, 750 000 mardi et quasiment 1 million aujourd'hui. Vous faites le cumul? Moi, je ne fais pas de cumul. Il y a toujours cette bagarre de chiffres. Nous savons, puisque nous avons les remontées de nos 104 unions départementales, qu'il y avait plus de 2,5 millions de manifestants dans les rues. Et Quand Hier. Hier. Donc vous ne croyez pas les chiffres de la police, c'est les chiffres d'occurrence? Les chiffres d'occurrence, les chiffres d'occurrence qui nous donnent à combien, là, cette fois? 1 million, je crois, à peu près. Ah oui, 1 million. 1 million, occurrence, ça n'est qu'à Paris. Donc, je ne sais pas combien il donne. Mais occurrence, la semaine dernière, quand la police donnait 87 000, occurrence... Excusez-moi, il donnait 100 000 à Paris, je me trompe. 100 000 à Paris, occurrence. Oui. Et la police, 93 000. Eh bien, vous voyez, si on prend rien que l'exemple de Paris et chiffres de la police, comme ça, il n'y a pas de contestation. Ça fait plus que le comptage qui avait eu lieu en 2010 pour la première manifestation contre la réforme des retraites. Ça fait plus que le premier comptage qui avait eu lieu en 1995. Donc, la mobilisation, elle est là, elle est pleine, massive et entière. Donc ça veut dire que c'est un moment historique que nous vivons, que vous vivez? On vit déjà un moment historique puisque depuis mi-juillet, il y a une intersyndicale où il ne manque aucune organisation syndicale et qui porte la même revendication. Ce n'est pas du syndicalisme rassemblé, c'est la même revendication. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Alors, une grève surprise des contrôleurs aériens a bloqué hier l'aéroport d'Orly. Peut-on s'attendre à des actions similaires dans d'autres secteurs? Quelles sont les prochaines étapes de la mobilisation des syndicats? Y aura-t-il d'autres formes d'action, des formes d'action surprises peut-être, d'ici au 7 mars? Écoutez, les contrôleurs aériens... Vous leur dites bravo, contrôleurs aériens? Non, je dis rien. Je dis que chaque syndicat, chaque branche décide du moment où ils veulent faire une action. Il n'y a pas de verticalité dans les organisations syndicales. C'est les syndicats qui décident de ce qu'ils veulent faire. Nous, on donne la ligne en intersyndicale. Maintenant, des actions comme ça sporadiques, il y en aura certainement d'autres. Dès la semaine prochaine? Je peux pas vous le dire, regardez. Mais je vous vois le sourire, ça veut dire que vous savez ce qui va se passer, mais vous voulez pas le dire. C'est pas que je peux pas vous le dire. Vous voulez pas le dire, vous voulez qu'il y ait des surprises. Écoutez, jusqu'à maintenant, on a une stratégie intersyndicale qui fonctionne. Hier, c'est moi qui lisais le communiqué de l'intersyndicale parce que c'était mon tour. Ce communiqué, il lance un ultimatum au gouvernement. Alors, on va en parler justement. Attendez, on finit là-dessus. Les actions surprises, je vous vois sourire. Il y a quelque chose de prévu, il y a des choses prévues. Il y en a une qui n'est pas surprise. Jeudi prochain, les numéros 1 iront manifester à Albi, mais je l'ai dit hier. Peut-être qu'il y aura des actions sporadiques comme cela, mais légales. Une action de grève, arrêt du travail, c'est constitutionnel. Dans les raffineries, dans les transports. C'est constitutionnel. Je vous vois sourire. Il y a quelque chose de prévu qui va faire parler peut-être. Peut-être. Alors justement, vous avez lu le communiqué de l'intersyndicale, c'était votre tour hier. Donc vous avez annoncé, ou en tout cas vous avez lancé, comme vous dites, un ultimatum, éventuellement un blocage du pays après le 7 mars. Qu'est-ce qui peut empêcher ce blocage du pays, l'arrêt de la France le 7 mars? Un truc très simple. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Mais nous l'expliquons à Elisabeth Borne depuis début octobre. Et nous n'avons pas changé. Et on a amené des arguments complémentaires. Donc, si le gouvernement n'entend pas, c'est comme ça que c'est écrit dans notre communiqué, nous mettrons la France à l'arrêt le 7 mars. Donc ça veut dire que vous voulez que Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt et leur gouvernement, la majorité, mangent leur chapeau?
C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais ça peut se comprendre comme ça. Écoutez, aujourd'hui, à partir du moment où vous avez toutes les organisations syndicales, une majorité de Français, 94% des travailleurs actifs sont contre un recul de l'âge de départ. Quand vous avez aujourd'hui 70% des Français qui disent « ils ne nous entendent pas, il faut aller jusqu'à bloquer ». Les sondages, hein, les sondages. Oui, bien sûr. Ah ben oui. Mais moi, j'ai 500 000 adhérents. Si je les sollicite, je vais faire plus que 70%. Mais sur combien de millions de Français ? 23 millions de travailleurs, publics et privés. Mais nous, on a 500 000 adhérents. On a eu un congrès l'année dernière. Donc, avec le nombre de voix, on sait combien on a environ à 5 000 près le nombre d'adhérents. Parce que, en fait, je vous repose la question autrement. Si Emmanuel Macron stoppe la réforme des retraites, son quinquennat est terminé, il est mort politiquement, il ne pourra plus rien faire. Donc, quelque part, il ne peut pas vous céder. Alors, c'est vous qui dites qu'il est mort politiquement, c'est vous qui dites qu'il ne pourra plus rien faire. Il y a tout un tas de grands hommes politiques qui changent d'avis. Déjà, il a changé d'avis sur le 65 ans qui sont devenus 64. Et puis, il y a cette clause de revoyure. 2027, ce ne sera pas 64, ça sera 63. Ah oui. Ben, vous savez, moi, les clauses de revoyure, je préfère qu'on les ait sur les salaires et le pouvoir d'achat plutôt que sur une réforme des retraites, parce que autrement, ça veut dire que dans 4 ans, on refait une réforme des retraites. Ça veut dire que la clause de revoyure... Ça veut dire que ce sera au centre du débat présidentiel. Oui, bien sûr. Oui. Là, ça ne l'était pas et ça l'est revenu, si, c'est revenu quand même. Pendant la présidentielle. Ah bon ? Un petit peu, au moins. Un petit peu, pour essayer de récupérer quelques voix à droite. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait 65 ans dans le programme. Et je pense que les 65 ans dans le programme, ça n'a pas fait gagner des voix pour la présidentielle et ça n'a pas fait gagner non plus pour la législative. 63 ans, si c'est 63 ans aujourd'hui, vous dites banco ou pas ? Je dis pas de recul de l'âge de départ, donc, pas d'allongement de la durée de cotisation. Donc 62, hein ? Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. La moyenne des départs, c'est 63,2 ou 3 mois. Mais parce qu'il y en a aussi beaucoup qui liquident leur retraite à 67 ans. 40% sont des femmes. Oui, c'est une moyenne, oui. 40% sont issus de l'immigration et 20% c'est les accidents de la vie. Donc, 50% aujourd'hui de ceux qui doivent atteindre 62 ans ne sont plus en emploi. On perd nos emplois à 55 ans et plus. Une partie à l'assurance chômage et pas tous indemnisés, seulement un tiers. Une partie maladie professionnelle, invalidité, et 18% d'entre eux sont aux minima sociaux, voire au RSA. Alors vous dites, vous, 62 ans, mais Philippe Martinez, il dit 60. Et pourtant, il y a une intersyndicale, comme vous dites. Vous n'êtes pas d'accord sur l'âge de départ. Alors, l'intersyndicale, elle dit quoi ? Elle dit, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Parce que c'est bien beau d'annoncer on veut revenir à 60 ans. Faut déjà arriver à bloquer qu'on ne recule pas au-delà de 62. C'est bien beau, vous dites ça à Philippe Martinez ? Non, je dis... Et à les filles, au passage. Je dis, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. C'est ça, la revendication commune de toute l'intersyndicale. C'est ça, et c'est rien d'autre. Et sinon, ça nous renvoie à ce que vous disiez hier, à ce que vous dites à l'instant. Le 7 mars, la France est bloquée. On va mettre le pays à l'arrêt, oui. À l'arrêt. On va en reparler. Est-ce que tout est à jeter dans cette réforme ou est-ce qu'il y a des éléments positifs ? Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs du débat parlementaire qui se poursuit à l'Assemblée demain et qui va durer à l'Assemblée jusqu'à la fin de la semaine ? J'attends rien du débat parlementaire puisque nous disons qu'il ne faut pas de réforme des retraites. Et à partir du moment où dans cette réforme des retraites, il y a un recul de l'âge de départ ou un allongement de la durée de cotisation, on va voir l'effet ciseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des mesures pour carrière longue, moi je voudrais que les mesures d'aujourd'hui pour les carrières longues s'appliquent. Je prends un exemple que je connais bien, le mien. Allez-y. J'ai commencé, j'avais pas 16 ans puisque je suis du mois de septembre. Donc j'ai commencé avant 16 ans. Aujourd'hui, sans réforme, dans l'état actuel, je pars à 60 ans. Demain, avec la réforme... C'est-à-dire dans combien d'années ? Dans 5 ans. Dans 5 ans. Mais demain, avec la réforme, je pars à 61 ans et 10 mois. Donc, je prends 1 an et 10 mois de report de mon âge de départ. Je suis aujourd'hui à la tête de mon organisation syndicale, mais mes collègues, qui font toujours la maintenance et installation des stations-service, qui descendent dans les cuves, dans les tranchées, qui respirent du carburant toute la journée, pour eux, prendre 1 an de plus,
On s'imagine même pas. On prend pas cette réforme des retraites, et nous l'avons expliqué à Vous dites Elisabeth. un an de plus et un an de vie en moins? On a entendu ces slogans, ces phrases dans la manifestation hier. Déjà, on a dit on prend tous 2 ans ferme. Qu'on Vous soit dites ça? Oui, 2 ça ans je le ferme? dis, oui, Ouais. oui. Et j'ai eu l'occasion de le dire avec mes camarades de la fonction publique des pénitenciers. Parce que pour eux, ils seront carrière active ou super active, mais ils vont quand même prendre 2 ans puisqu'il va y avoir translation. Débat parlementaire, vous dites j'en attends rien, mais il se poursuit. Est-ce que vous souhaitez que l'obstruction de LFI cesse pour permettre d'aborder le projet de réforme sur le fond et notamment de voter ou pas sur l'article, enfin de voter en tout cas sur l'article 7 relatif à l'âge de départ à la retraite? Est-ce que vous souhaitez que le débat se poursuive normalement? Moi, je fais pas de politique, je fais que de la politique syndicale. Mais là, ça concerne les syndicats aussi, hein, Non. ce débat à l'Assemblée. Je ne fais que de la politique syndicale. Est-ce qu'il faut voter? D'ailleurs, c'est même Laurent Berger qui dit il faut qu'on vote il faut que les députés votent sur l'article 7. Est-ce que vous dites comme lui? Mais moi, je dis qu'il faut que le projet de réforme soit retiré de l'Assemblée. Donc, il ne faut pas que le débat se poursuive. L'obstruction, pour vous, c'est pas grave. Mais je sais pas, moi. Je sais pas, la seule responsabilité de ceux de ce qu'on peut voir à l'Assemblée nationale, au Parlement en ce moment. Bon, ce qu'on nous montre à la télévision ou ailleurs, ça ne fait pas grandir la République. Ah oui. Et ça ne nourrit pas la cohésion sociale de notre République. Ça, Vous pensez à quoi? Aux invectives? Oui, mais... Aux cris, le mot sifflé dans l'hémicycle, aux insultes, tout ça, ça vous paraît ne pas grandir? Je pense que quand on est député, qu'on représente sa circonscription et les citoyens, on doit quand même avoir une certaine tenue. Je ne parle pas vestimentaire, puisque là, sur le sujet, ça me va très bien. Mais pour autant, aujourd'hui, les seuls responsables de ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif qui a amené son projet dont personne ne veut. Et c'est un affrontement de minorité, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Qu'est-ce que vous inspire d'ailleurs le tweet du député LFI Thomas Porte, qui piétinait un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt et du président Emmanuel Macron? Est-ce qu'il mérite les sanctions qui lui ont été infligées par le bureau de l'Assemblée? Ça m'inspire rien du tout, je ne fais pas de politique. Non, mais là, c'est un problème de débat démocratique et puis de vision des choses, de perception des choses. Quand vous avez vu ce tweet, quand vous avez vu les réactions... Je l'ai pas vu le tweet. Enfin, je l'ai pas vu le tweet, il a été repris Vous avez vu la photo, mais c'est la photo d'un député d'une écharpe tricolore piétiner un ballon avec l'effigie du président et du ministre. Bon, déjà, piétiner, c'était le pied sur le ballon. Alors peut-être que c'est là. Maintenant, je vous dis, ça fait pas grandir la République. Et dans tous les cas, ça ne nourrit pas la cohésion sociale de notre République. Et d'ailleurs, dans une manifestation à Marseille hier, on a vu aussi une poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne pendue. Vous en pensez quoi? Là, c'est un geste d'un syndicaliste, a priori. Je sais pas, je l'ai pas vu, j'en pense rien. J'en pensais rien. Vous savez, dans les manifestations de travailleurs, il y a tout un tas de pancartes et de choses comme ça. J'ai même vu des pancartes sur je bordélise, tu bordélises, il bordélise, et vous bordélisez. Eh bien, écrit en 2 mots avec Élysée à la fin. Ah oui. Voyez? Donc, et là, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque contre l'Élysée? C'est une attaque contre la République? C'est un jeu de mots. Bon, parfois, vous savez, les travailleurs... Un dispendu, un ballon piétiné, c'est pas pareil. Mais écoutez, je me rappelle à une époque où on allait manifester les uns et les autres en disant comme Juppé 37,5 quand nous sommes passés à 40 ans plus à 42 ans. Eh bien, des effigies d'Alain Juppé, bon, mais il y en a quelques-unes qui ont brûlé ou qui ont été piétinées. Si vous voulez, il y a rien, il y a pas, c'est pas une déclaration de guerre ni des menaces de mort. Parfois, c'est simplement de l'incrédulité et tout cela, en disant, on se fait marcher dessus. Regardez, ça fait des semaines que nous manifestons, nous sommes des millions, et vous faites comme si vous ne nous voyez pas. Donc, cela n'est pas possible. Et alors, au passage, est-ce que vous confirmez, ça c'est une question personnelle, que vos relations avec Elisabeth Borne sont plutôt bonnes
et que vous discutez normalement avec elle. C'est vrai que ça se passe bien entre vous et elle? J'ai cru comprendre ça. On m'a raconté ça. C'est vrai ou pas? Il paraît que vous vous appréciez tous les deux. Écoutez, il faut toujours faire la part des choses et mon organisation l'a fait toujours, entre Madame la Première ministre et Elisabeth Borne, entre le secrétaire général de la Confédération et Frédéric Souillot. Et alors? Bien évidemment, je discute bien avec Elisabeth Borne, je discute bien avec Madame la Première ministre. Et parce qu'il paraît qu'elle dit que vous, comme elle, vous avez de l'humour. Alors, ça se ressent quand vous... Elle en a certainement plus que moi, puisque moi j'ai très très peu d'humour. Non, aujourd'hui c'est pas le sujet. Ouais. Quand le sujet c'est réforme des retraites. Ouais. Et si je l'avais au téléphone, je lui dirais retirez votre projet, puisque au bout d'un moment, il y aura quelqu'un qui sera coincé entre l'arbre et l'écorce, entre le Parlement, la rue, et j'aimerais pas que ce soit Elisabeth Borne qui soit coincée entre l'arbre et l'écorce. Parce que ça fait mal, hein? Oui. Ça peut faire mal. Oui. C'est-à-dire que généralement, celui qui paye la facture, c'est celui qui porte le projet. Alors elle le porte parce qu'elle est Première ministre et qu'elle a accepté ce mandat. Ça peut la conduire à partir, c'est ça que vous voulez dire? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai dit, souvent, quand il y a affrontement politique, ben, celui qui est coincé entre l'arbre et l'écorce, c'est celui qui reste pas. Celui qui reste pas en fin de parcours. C'est-à-dire qu'elle peut devoir quitter Matignon, c'est ça que vous voulez dire? Je dis rien de plus. Et est-ce que le problème aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron? Puisqu'on l'a entendu ici hier aussi dans les manifs. Le problème aujourd'hui, c'est que quelqu'un décide un jour qu'il faut reculer l'âge de départ. Quelqu'un, le président de la République, quoi, vous voulez dire. Ou candidat à l'élection présidentielle. Il faut reculer l'âge de départ sans justification financière. Aujourd'hui, quand on nous dit l'État doit payer, non. L'État doit rembourser les allègements de cotisations consentis aux entreprises. Pour créer des emplois. Pour créer des emplois? Vous êtes sûr que c'est que pour créer des emplois? Ben oui, a priori, pour créer des emplois. D'accord. Pour faire... Crédit, impôt, compétitivité, emploi. Vous savez, il y avait quelqu'un qui s'était trimballé avec un pins. Au temps de Hollande. Oui. Non, mais qui s'était trimballé avec un pins en disant pendant 1 million... On va créer 1 million d'emplois. Hein. Oui, 1 million d'emplois. Donc déjà, ça n'a jamais créé 1 million d'emplois. Et le coût à l'emploi, 58 000 € par emploi créé, ça fait quand même beaucoup la facture, quoi. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, pour travailler dans notre pays, il faut subventionner les entreprises pour qu'elles embauchent, alors qu'elles se plaignent qu'elles n'arrivent à trouver personne. C'est ce qu'on appelle l'attractivité des métiers. Alors, une question qui va reprendre d'abord le rapport du corps. Vous allez dire ce que vous en pensez, qui prévoit que le régime des retraites sera déficitaire en moyenne sur les 25 prochaines années, mais aussi les arguments que vous avance la majorité, le président, et la première ministre et ses ministres, quand ils parlent de ce qui se passe dans les autres pays européens. Les Allemands et les Italiens partent à 67 ans à la retraite, les Hollandais 66 ans et 4 mois, les Espagnols à 65, les Portugais et les Danois à 66, 6 ans et 6 mois, et ainsi de suite. Alors pourquoi la France, et c'est eux qui vous disent ça, c'est une question, devrait se singulariser en la matière en dépit de l'augmentation de l'espérance de vie? C'est 10 ans de plus depuis 81. Alors, c'est 10 ans de plus d'espérance de vie depuis 1981, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne depuis 2010. Et elle est à 63 ans et quelques mois pour les femmes, et 62 ans et 8 mois pour les hommes. C'est l'étude de la DARES ou de la DRETS. Mais par rapport aux autres pays européens, est-ce que la France doit se singulariser, continuer à partir à 60 ou voire à 60 ans? Alors que d'ailleurs, c'est au-delà. Aujourd'hui, on a un système de protection sociale collective avec notre retraite par répartition, créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur l'équilibre, et géré paritairement, qui nous prend de la naissance jusqu'à notre mort. Et entre deux, c'est une assurance. C'est notre protection sociale collective. Et sur nos bulletins de salaire, on a ce qu'on appelle le salaire différé, les cotisations. Cotisations salariées, puisque comme ça le salarié met sa part, et cotisations employeur. Pendant des années, aujourd'hui,
On nous parle d'un pseudo-déficit, puisque les dépenses sont maîtrisées et il n'y a que les recettes à regarder. Si on augmente de 10 points, et c'est pas moi qui le dis, c'est la chaire des économistes ex-Marseille, Jean-Hervé Lorenzi, qui n'est pas un économiste atterré, ni un économiste très très à gauche. Si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, parce que vous me parlez d'âge de départ, mais là on a le plus bas taux d'emploi de toute l'OCDE. Bon. Donc 10 points... Ben, ça fait 50 milliards en 2032. Donc là on parle même pas de déficit. Si on met l'égalité à travail égal, salaire égal, si on... Et avec des si. Comment ? Avec des si. Avec des si, on refait le monde. Oui. Bah, c'est bien pour ça, moi je suis enthousiaste et optimiste dès que je me réveille. Donc sinon je fais autre chose que syndicaliste. Mais l'égalité, vous savez, il y a un index égalité. Et vous verrez, je vais faire un parallèle là-dessus. Si les femmes sont payées autant que les hommes, ça fait 6 milliards dans les caisses de la retraite par répartition. Et comment vous l'imposez ? Puisqu'on parle de ça depuis des années, c'est pas encore effectif. Donc il faut que ça vienne rapidement. C'est moi qui suis le président de la République ? Non. C'est moi qui suis Premier ministre ? Non. S'ils veulent l'imposer, ils l'imposent demain matin. Il n'y a pas de sujet. Et donc on règle le problème comme ça. Alors autre chose, la valeur travail. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup de la valeur travail depuis que le débat sur cette réforme a débuté. Est-ce que vous croyez à la valeur travail ou est-ce que c'est pour vous une valeur réactionnaire ? Sandrine Rousseau a dit que c'était une valeur de droite. Et elle parle du droit à la paresse. Ah oui. Alors Moi je suis sûr que vous êtes pour la valeur travail en tant que syndicaliste. Mais parce qu'en fait, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo. Ah voilà. Sandrine, alors... Je veux attaquer... Personne. Mais en tout cas, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo. Ben oui, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo et c'est comme ça qu'on construit une maison, une famille et tout cela. Bien évidemment, on veut aussi du temps de repos. Mais alors qu'on est en train de parler... D'ailleurs, on veut aussi du temps de repos. 81, Nicole Questio, ministre du temps libre. On parlait du temps libre et pas du droit à la paresse à l'époque. Oui, mais c'était aussi les 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. C'était ça les 3-8 à l'époque. Donc aujourd'hui, les salariés et les travailleurs, si vous gagnez au loto ou que vous héritez, vous ferez certainement rentier. Et peut-être que vous continuez quand même à travailler. Quand vous les interrogez, ils continuent quand même à travailler. Voilà. Mais oui. Parce que, en fait, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo et qu'on construit notre vie autour de cela. Maintenant, si la durée du travail hebdomadaire qui est à 35 heures, réduit ou qu'on augmente le nombre de jours de congé, ça va à tout le monde aussi. C'est une histoire d'équilibre. Est-ce que vous le souhaitez, ça ? Par exemple, 32 heures, 4 jours de travail par semaine, plus de 5 semaines de 30 jours. Nous, déjà à l'époque, et c'était Blondel qui était en place, on était contre les 35 heures comme ça. Là, vous voyez, l'État, quand il a décidé de réduire la durée hebdomadaire, il a réussi. Sur l'égalité de salaire. Il n'y a pas de problème. Il faut avoir une majorité à l'Assemblée quand même, au cas où. Mais en ce moment, c'est pas le cas. Donc, nous, on n'était pas pour les 35 heures négociées comme cela. Parce qu'à aujourd'hui, 35 heures, il y a annualisation du temps de travail et il y a plus de précarité. Et on a arrêté pour le passage aux 35 heures, puisqu'on allait travailler moins longtemps hebdomadairement. On a arrêté tout ce qui était retraite progressive. Et ça, ce serait peut-être une bonne idée à remettre pour pallier aux 55-64 ans qu'on ne veut plus dans les entreprises. On revient sur ce que vous disiez au début de l'émission, sur la journée du 7 mars, l'après 7 mars. Radicalisation du mouvement, France bloquée. Est-ce que le dialogue social passe par des ultimatums comme celui de bloquer le pays ? Écoutez, à partir du moment où 4 mois de concertation, où on explique tous la même chose, on en sort. Le 10 janvier, annonce de la Première ministre qui dit « on y va quand même ». Le 19 janvier, 2 millions de personnes. Le 31 janvier, plus de 2 millions de personnes. Le 7 février, 1 500 000 personnes. Le 11 février, plus de 2,5 millions dans la rue. Donc, que faut-il faire pour que le gouvernement entende ? Eh bien, s'il faut arrêter le pays,
nous arrêterons de payer le 7 mars. S'il le faut. S'il le faut. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, elle dit ce matin dans le JDD que les syndicats, je la cite, ont conscience qu'ils n'ont pas intérêt à emprunter la voie du blocage. Est-ce qu'elle voit juste? Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que c'est vrai que vous voyez... Est-ce qu'elle dit, est-ce que c'est juste que vous ne voyez pas l'intérêt à emprunter la voie du blocage? Mais il n'y a pas d'intérêt... Personne... La grève, c'est pas une vision de l'esprit du matin où on dit oh chic, on va aller se mettre en grève. Il n'y a pas de professionnels de la grève. Quand on est en grève, on perd de l'argent. Mais s'il faut cela pour que le gouvernement nous entende, Aurore Berger, d'ailleurs, moi je veux bien faire un débat avec elle. Ouais. Quand elle veut. Ah oui, vous lui demandez un débat? Oui, si elle veut, je fais un débat avec elle. Ouais. Oui, ce serait une très bonne idée d'ailleurs. Je pourrais lui expliquer les choses. Si on prend les choses, il faut, quand on veut légiférer, il faut connaître au minimum ce qu'est le monde du travail. Et après, mais je suis prêt à débattre avec elle quand elle veut. On va lui faire la proposition. Aurore Berger, elle ne m'a pas consulté moi pour savoir si j'étais conscient ou pas. Oui. Je suis conscient que mettre le pays à l'arrêt, c'est quelque chose de lourd et de fort. Et à Force ouvrière, nous en sommes conscients. L'intersyndicale en est consciente. Il ne manquait aucun logo hier soir. On a discuté et pas 3 jours pour arriver à écrire ce communiqué. Et dans ce communiqué, on a bien écrit, et nous l'assumons tous, la France à l'arrêt dès le 7 mars si nous ne sommes pas entendus. Si vous n'êtes pas entendu, mais a priori, le gouvernement ne retirera pas son projet. Aurore Berger qui dit aussi que l'on peut contester une réforme, mais en aucun cas porter atteinte à ce qui est fondamental pour les Français, c'est-à-dire déposer ses enfants à l'école, prendre un RER ou un bus pour aller bosser, ou faire son plein d'essence. Bien sûr. Bien sûr. Vous lui dites quoi, ça? Vous lui répondez quoi? Je dis à Aurore Berger, on peut tous faire notre plein d'essence. Déjà, le premier gagnant à chaque fois qu'on met 1 litre de carburant dans la voiture, ça s'appelle le gouvernement. Ah, je croyais que vous alliez dire c'est Total. Non, le premier gagnant, c'est le gouvernement. Il y a 70% de taxes sur chaque litre de carburant. Donc, Aurore Berger, quand elle parle de faire le plein de carburant, elle n'a pas dû le faire récemment, ou alors ses revenus lui permettent de pouvoir le faire correctement, parce que ceux qui vont travailler pour aller déposer leurs enfants à l'école, ils ont de plus en plus de mal à faire le plein, parce que le prix du litre a augmenté et tout cela. Et... on ne reçoit pas de leçons, pas sur ces sujets-là. Pas sur ces sujets-là, on reparlera de ces sujets-là justement. Quand on vous entend, on se dit le pays il est peut-être au bord, à la veille d'une explosion sociale, peut-être d'un nouveau mai 68 ? Je sais pas, moi je n'ai pas de boule de cristal et j'ai arrêté de regarder dans les cendres. Non. Parce que j'ai entendu aussi hier dans les manifs, on entend les slogans, il veut nous imposer 64 ans, nous on va lui imposer 68. Vous reprenez ça à votre compte? Mais ça, c'est une plaisanterie, c'est un jeu de mots, c'est comme bordélisé. Oui, mais c'est parlant. Mais bien sûr, et vous avez regardé ceux qui portent ces pancartes? C'est pas des citoyens ou des militants de notre génération. C'est des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ils ont conscience que c'est eux qui vont prendre le plus cher. Et si vous êtes une jeune femme, avec l'effet ciseau, l'allongement de la durée de cotisation et le recul de l'âge de départ, vous prenez 2 fois. Est-ce que vous ne redoutez pas aussi que qu'une France à l'arrêt, un blocage du pays, ça rende votre mouvement populaire, que ça retourne l'opinion? On entend ça depuis hier. Ça peut retourner l'opinion. Ah oui. Qu'est-ce qu'en dit le secrétaire général de Force ouvrière? Je dis que l'opinion de mes militants, mes adhérents, je la connais. Et l'opinion des adhérents des autres organisations syndicales qui ont signé. Jusqu'à maintenant, on nous disait, vous n'arriverez pas à mobiliser parce que y a l'inflation et tout ça, il y a la résignation. On a prouvé l'inverse. Après, elle ne durera pas. On a prouvé l'inverse. D'ailleurs, si on doit faire les comptes des points, communication, gouvernement 0, organisation syndicale 1. Seulement 1 1. Parce que c'est pas... 1-0 en tout cas. Oui, au moins 1, 2 et 3-0. Oui, c'est ça. Et 1 et 2 et 3-0, oui, bien sûr. Mais je chante pas bien le matin. Enfin, le soir mieux, mais le matin non. Ouais. Mais
sur ces sujets-là, aujourd'hui, les citoyens ne veulent pas d'un recul de l'âge de départ. Et tout le monde a entendu l'ultimatum que nous avons donné hier. L'ultimatum, justement, débat parlementaire, il est prévu pour durer jusqu'au 27 mars au Sénat, à l'Assemblée. Si le projet de réforme des retraites est voté, est-ce que le blocage du pays continuera au-delà du 27 mars? Le projet ne sera pas voté. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je dis qu'au bout d'un moment, les consciences et les consciences intellectuelles, c'est clair. Entendre, voir. Donc ça revient, ça nous renvoie à ce qu'on disait au début de cette émission. Vous souhaitez qu'Emmanuel Macron avale son chapeau. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais on peut toujours trouver des solutions, des accords qui font que personne ne perde la face. Maintenant, s'il y a recul de l'âge de départ ou allongement de la durée de cotisation, ça ne marche pas. Oui, mais je vous repose la question. Vous dites qu'il ne sera pas voté, mais s'il est voté, qu'est-ce qui se passe? Vous poursuivez le blocage ou pas? Écoutez, je me rappelle, je crois que c'est le 2006, ouais. Le CPE. CPE, ouais. sous Villepin. Ouais. Il était voté. Il a été voté, ensuite il a été retiré. Non, il n'a jamais été mis en place. Oui, mais il a été retiré par un décret du président de la République qui dit on l'a voté, mais on le met. Mais la même chose. Ouais. Vous savez, il y a des choses qui sont votées. En 2003, réforme des retraites. Et c'est là où on disait, comme Juppé, 37,5. Eh oui. En 2003, il y a la pension minimum doit être à 85% du SMIC. Ça arrive maintenant sur la table. Et des majorités parlementaires et des majorités absolues, il y en a eu quand même en 20 ans. Il y a eu des alternances, oui. Personne n'a mis en place la pension minimum à 85% du SMIC. Et là, vous dites que on nous dit que c'est une grosse avancée. Ouais. Elle était déjà dans la loi depuis 2003. Là, vous dites c'est une entourloupe ce qu'on nous propose là-dessus? Déjà, c'est carrière à taux plein et à temps plein. Et si vous avez eu un accident de la vie, c'est fini. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Si, je réponds à votre question. Non. Si le projet est voté, on parle. C'est une hypothèse. C'est tout à fait plausible que le projet soit voté. Le blocage du pays continue ou pas? Il n'y a pas de majorité pour voter ce projet. Et il n'y en aura pas et ce projet ne sera pas voté. Il peut y avoir une majorité Renaissance LR, a priori. Ah bon? Il y aurait une majorité Renaissance LR. Vous savez, je vais prendre une expression que j'ai déjà prise 2 ou 3 fois. Ouais. Ma grand-mère avait coutume de dire qu'il ne faut pas compter les œufs dans le cul des poules. Ah oui, alors, c'est qui les œufs, c'est quoi? Et le cul des poules, c'est quoi? Non. Parfois, on dit j'ai 3 poules, j'aurai 3 œufs par jour. Ouais. Non, parfois, elles ne font que 2. Ouais. Et parfois, elles ne font que 1. Ça dépend des saisons, ça dépend tout un tas de choses. Donc, dire qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, sur le papier, c'est faux. Sur le papier, c'est faux, mais après, je ne vous pose plus la question. Si c'est voté, blocage ou pas? Si ça ne sera pas voté, moi, je suis optimiste et enthousiaste et je pense éveiller les consciences. Et alors, ce que vous disent aussi... quelque part vos détracteurs, en tout cas la majorité, le président, ainsi de suite, c'est est-ce que la rue peut vraiment avoir raison contre le Parlement, contre une élection, contre un vote du Parlement? Est-ce que c'est la rue qui doit imposer la loi? C'est à la rue de contester la loi. Mais si la loi est votée... alors, je vous pose la question autrement. Quand la loi arrive au Parlement, c'est à la rue de contester. Puisque, alors, pas la rue, les organisations syndicales, puisque là, les mobilisations, c'est pas des mobilisations de citoyens, c'est pas un collectif de gilets jaunes ou je ne sais quoi. Ce sont des confédérations syndicales, connues, reconnues, loi sur la représentativité, et c'est nous qui organisons les manifestations. On ne s'est pas levé un matin en disant « Allez, on met tout le monde dans la rue, on va manifester. Il faut aussi qu'on réfléchisse sur le sujet. » Eh bien, on avait prévenu l'exécutif, que ce soit à l'Élysée ou Matignon, en disant « Si vous maintenez ce projet et que vous l'amenez au Parlement, on mobilisera. » Et pour l'instant, tout le monde peut quand même reconnaître qu'on a mobilisé de façon responsable et raisonnable. Eh bien, au bout d'un moment, quand on n'entend pas ni la responsabilité ni la raison, parce que c'est ce que je dirais à Aurore Berger, eh bien... Quand vous débattrez avec elle, éventuellement sur Radio J, on dit, mettre le pays à l'arrêt. Oui, c'est ce que vous avez dit. Une loi votée, elle est légitime ou pas? Moi, je suis nous sommes très légalistes. Ouais. Maintenant, la loi, elle n'est pas votée.
Non, mais au-delà de la réforme des retraites, une loi votée, est-ce qu'elle est légitime ? Voter ou Voter. 49 ou 47 voter. ou... Voter. non, Voter. non, mais elle ne sera pas votée alors. Non, mais je parle pas. Non. Une loi votée. Hein, c'est... Une loi votée 49 ou 47 ou... légitime non, ou mais pas sur ce sujet-là, pas contre la totalité des citoyens français et de toutes les organisations syndicales. Alors vous dites c'est les syndicats qui appellent aux manifestations. LFI tente en tout cas de mener la danse au Parlement et même dans la rue. Est-ce que c'est son rôle ? Le député insoumis Louis Boyard, il a tenu un meeting à l'université de Rennes pour mobiliser les étudiants, les faire entrer dans le mouvement. Est-ce que c'est son rôle ? Est-ce que vous approuvez ? Je vous ai dit, moi, je fais pas de politique, je fais que de la politique. Et là, c'est du syndicalisme. Non, je fais que de la politique syndicale. Justement, ouais. Mais vous avez vu dans nos manifestations, il y a les organisations syndicales et tous ceux qui veulent venir derrière la mobilisation, ils y viennent. Moi, j'ai pas de souci. Ils sont parlementaires, mais ils sont aussi citoyens. De la même manière que je suis syndicaliste, mais je suis aussi citoyen. Donc, et nous sommes. Et d'ailleurs, vous êtes militant politique aussi ou pas ? Parce que certains de vos anciens, vos prédécesseurs à la tête de LFO étaient plutôt PS. Et vous ? Et moi ? Ouais. Mais moi, je suis à la tête de Force ouvrière. Voilà. Donc, on ne saura pas. Est-ce que vous souhaitez que les lycéens et les étudiants rejoignent le mouvement et éventuellement bloquent les facs et les lycées ? Ben écoutez, on l'a écrit dans le communiqué d'hier. Vous appelez la jeunesse à vous rejoindre. Et on dit les organisations lycéennes et d'étudiants, le jour de la France à l'arrêt, doivent aussi, comme les organisations syndicales. Bloquer les lycées, et d'ailleurs, elles signent les communiqués avec nous depuis le début. Alors, il y a une énigme à résoudre, puis vous allez peut-être pouvoir nous aider à la résoudre. Ah oui ? On voit... Je suis pas bon en énigme. Si, vous allez voir. On a vu dans chacune des manifestations, encore hier à Paris, donc manifestation contre la réforme des retraites, des drapeaux palestiniens arborés par des manifestants. Alors, quel est le rapport entre la réforme des retraites et la Palestine ? Alors là, je sais pas du tout. Hein ? Je sais pas du tout. Vous savez pas ? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas vu de. Alors l'autre jour, j'avais vu des drapeaux iraniens, mais j'ai pas vu de drapeaux palestiniens. Et nous ne faisons pas de politique ni d'internationalisme. Ouais. On appelle juste les organisations syndicales. Au passage, la semaine a été marquée, ça nous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, par l'annonce des résultats mirobolants des entreprises du CAC 40, et on va notamment parler de Total avec ses 20 milliards de bénéfices. Quels enseignements et quelles conséquences en tirer ? Quels enseignements qu'il y ait des entreprises françaises qui fonctionnent et qu'elles aient de bons résultats, c'est tant mieux. Maintenant, il faut qu'il y ait une redistribution aux salariés et aux citoyens qui ont contribué. C'est le cas a priori chez Total, mais c'est, je crois, 7% des bénéfices qui sont redistribués aux salariés et le reste, c'est aux actionnaires. Oui. Et il faut que Total fasse un geste pour les citoyens. Alors, mais sur le fond, on nous a fait une loi sur l'assurance chômage en disant que quand ça va mieux, on réduit les indemnisations des chômeurs. Eh bien, pour les entreprises, le quoi qu'il en coûte qui a été fait, aujourd'hui, il doit y avoir de la contracyclicité. Quand ça va mieux, ils devraient laisser les aides publiques. Combien Total a d'aides publiques ? CICE, impôts, recherche et tout ce qui va avec. Et vous leur dites, rendez l'argent ? Vous dites je dis quand vous n'en avez pas besoin, arrêtez de prendre ces aides publiques. Et pour le coup, ces aides publiques, c'est quoi ? C'est des allègements de cotisations sur notre protection sociale collective. Vous dites un geste en direction des Français, c'est la baisse du prix de l'essence. Oui, mais là, on ne parle que de Total. C'est à l'État de dire... Il faut baisser le prix à la pompe. C'est pas à Total, parce qu'il y a Shell, il y a Esso, il y a les grandes surfaces. Donc, c'est à l'État d'imposer. Parce qu'aujourd'hui... Mais quand on voit ces bénéfices globaux des entreprises du CAC 40, est-ce qu'il faut les taxer ? Oui. Hein ? Mais au-delà des impôts sur les sociétés ? Mais aujourd'hui, optimisation fiscale et optimisation sociale, ces entreprises... ça leur payait de payer moins d'impôts dans la République. Et pour le coup, de prendre quand même les aides publiques. Donc à un moment, c'est aussi un problème de conscience. Je pense qu'ils dorment bien.
Mais à un moment, on ne peut pas prendre et ne jamais donner. Et si on avait été d'accord sur quelques réformes de retraite que ce soit, il aurait bien fallu qu'il y ait un partage. Parce que là, on dit aux travailleurs, vous allez prendre 2 ans, et aux employeurs, on leur dit quoi? Quoi? On leur dit rien. On va continuer de vous alléger les cotisations sociales, et c'est l'État qui va rembourser. Donc après, on nous parlera de dette publique, mais c'est pas autre chose que des allègements de cotisations consentis. D'ailleurs, réforme des retraites. Est-ce que la bonne réforme des retraites, ça serait une réforme par points? Une retraite par points? On l'a combattu en 2019 et... Laurent Berger y était favorable. Peut-être. Ouais. Mais nous, on l'a combattu en 2019 et je reprends ce que le président de la République disait en juin 2020. Incomprise, incompréhensible et économiquement pas équilibrée. Heureusement qu'on l'a combattu, parce que si on l'avait maintenant sur la table, on ferait quoi? Alors, on ferait quoi? En tout cas, cette mobilisation autour de la réforme des retraites, j'ai lu que ça vous fait augmenter le nombre d'adhérents à Force ouvrière, c'est vrai? Alors, chez nous, oui. On a sur le site de FO, vous pouvez nous envoyer un message sur notre site internet de Force ouvrière. Depuis le 21 décembre, 4763 demandes d'adhésion en ligne. Ah oui, mais mais on le demandait, alors je savais même pas qu'on avait... un site Si, le site, si, je le savais. Mais je savais même pas qu'on avait cet outil-là et qu'il y avait quelqu'un qui s'en occupait chez nous. Et nous renvoyons à nos unions départementales qui me disent aussi, quand je me déplace... que tous les jours, ils reçoivent des demandes d'adhésion. Et alors, CFDT, c'est je crois 10 000 à peu près en plus, CGT 7 215, donc il faut encore que vous fassiez des efforts pour avoir autant d'adhérents supplémentaires qu'eux. Mais je pense que j'en ai plus qu'eux. Ah bon? Parce que moi, j'en ai 4763 en ligne, mais j'ai 104 unions départementales qui me disent tous que toutes les semaines, ils font de nouveaux adhérents. Ah, c'est les chiffres de la police et les chiffres du syndicat? Non, il n'y a pas de chiffres de la police et les chiffres du syndicat, il y a ce qui arrive nationalement et ce qui est... les statuts de Force ouvrière, nos 2 chambres, union départementale, fédération. Et alors, avec quand même un problème, et je pense que... Je vais vous dire de quoi il s'agit. Un taux de syndicalisation en chute libre depuis des décennies. Ah bon? 10% de taux de syndicalisation aujourd'hui, contre le double en 1950. C'est un problème? Il faut... C'est ce qui fait d'ailleurs, ce qui fait la différence avec ce qui se passe par exemple en Allemagne et dans les pays nordiques. Alors, en Allemagne et dans les pays nordiques, vous n'avez pas besoin d'être adhérent pour avoir... En France, vous n'avez pas le droit d'être adhérent à une organisation syndicale pour avoir l'assurance chômage ou la prévoyance santé ou bénéficier d'accords comme en Belgique. En France, l'intérêt collectif majeur, et c'était le Conseil national de la résistance qui l'avait mis en place, c'est que quels que soient les accords signés, ils s'appliquent à tous les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou non. Dans ces pays... notamment en Belgique aussi, si vous n'êtes pas adhérent du syndicat qui a signé l'accord ne s'applique pas à vous. En Allemagne, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on a reconstruit l'Allemagne, où on a mis la cogestion et la codécision. Donc c'est pas si mal que ça. Donc ça peut être mieux, mais à chaque fois que l'on fait quelque chose, ça s'applique à la totalité des travailleurs en France. Dernière question, un peu plus personnelle, Frédéric Souillot. Vous êtes un leader syndical un peu atypique, et même on va dire original. Vous savez pourquoi? Non. Vous portez des boucles d'oreilles. Oui. Vous avez des bracelets et des colliers. Vous êtes un rocker? Alors, non, je suis un syndicaliste. Un syndicaliste de 2022. Et regardez, je viens bien... 23. Oui, mais j'ai été élu en 2022. Élu en 2022. J'ai été élu à la tête de mon organisation en 2022. Mais ils m'ont pas élu par rapport à mon look. Mais je viens aussi sur une chaîne, une radio atypique. J'accepte une interview à Radio J. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, on est tous les deux originaux. Tous les deux originaux. Et vous avez le bon prénom. Le même que vous. Et chaque Français est original quelque part. Oui. Et puis, chaque Français devrait s'appeler Frédéric. Nous sommes d'accord tous les deux. Merci en tout cas, Frédéric Souillot, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci Frédéric Azizin.